Bonjour docteur Biardot, merci de nous accorder votre temps précieux pour la FUF. J'aurais aimé aborder le sujet du bilan aérodynamique et plus particulièrement de la vidéo dynamique. Quelle est la place actuellement en France? Est-ce que beaucoup de centres la pratiquent? Est-ce qu'elle a vraiment un vrai intérêt? Et quelles sont les contraintes finalement à la mettre en place? Alors la vidéo aérodynamique, c'est une vraie question. En fait, en France, aujourd'hui, il y a 4 ou 5 centres qui ont accès à la vidéo aérodynamique. Alors la vidéo aérodynamique, c'est coupler une image type cystographie avec un bilan aérodynamique pour avoir en plus des jeux de volume, pression, de sensations rapportées par le patient, une image, une morphologie. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc c'est quelque chose de complémentaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est la norme. Vous n'avez pas d'équipe qui fait de l'aérodynamique sans faire de la vidéo aérodynamique. En France, on l'a dit, c'est exceptionnel. Il y a quelques équipes qui le font. Alors, est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Je vais donner mon avis, il est assez simple. Bien sûr qu'il y a un intérêt à la vidéo aérodynamique. Alors, on va avoir un intérêt notamment chez le neuromédulaire. Dans des systèmes à haute pression, on a besoin d'aller voir s'il y a des reflux qui vont survenir pendant le remplissage. Quelle est l'importance de ces reflux? Ce qui va nous permettre d'analyser de manière beaucoup plus précise ce qui se joue en termes de volume et de pression. Ça, c'est important. Mais on peut avoir aussi des informations supplémentaires au moment de la vidange vésicale et pas forcément chez le patient neurologique, voir ce qui se joue au niveau de cette filière urétrale, du col vésical. Ça va nous donner ces informations-là. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire un bilan aérodynamique et une UCRM séparément? Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir les deux en même temps? Alors, pour deux raisons. C'est qu'on a les deux en même temps. Et donc, on mesure en pression ce qui est en train de se passer en image. C'est ça qui est important. Au-delà de ça, quand vous faites une cystographie aujourd'hui, c'est dans un cabinet de radiologie avec des praticiens, des manipulateurs radio, des radiologues qui ne connaissent pas la physiologie vésicale, qui remplissent à une vitesse non déterminée dans des conditions qui sont souvent pas les bonnes, et les patients vous le disent. Ça s'est pas bien passé, j'étais pas confortable, etc., etc. Donc, le but est de se mettre dans quelque chose de l'ordre du plus physiologique possible. Alors certes, dans des conditions standardisées, contrôlées, et on sait que l'aérodynamique n'est pas physiologique, mais il faut essayer de s'en rapprocher tant que possible. On ne fait pas ça avec une cystographie aujourd'hui dans les cabinets de radiologie, malheureusement. Je suppose que c'est difficile à mettre en place, avoir une salle plombée, des infirmières dédiées, un créneau dédié, une valorisation pour la tarification. Est-ce que vous avez pu... Le frein, il est là. Le frein, il est comment je mets ça en place aujourd'hui. Il y a des contraintes réglementaires liées à la radioprotection. Il faut avoir une salle plombée. Il faut avoir, en théorie, des manipulateurs radio qui vont gérer l'appareil, enfin la scopie, la fluoroscopie. Il n'y a pas de valorisation aujourd'hui, en tout cas suffisante pour venir mettre en place ça dans nos services. Et donc aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience, essayer de mettre ça en place, un parcours du combattant. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. Alors moi, j'ai autre chose à proposer en termes de vision. Ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, c'est que sur la phase de remplissage, la cystomanométrie, évaluer les besoins, les volumes, les pressions, on sait faire. On sait le faire, je pense, assez correctement et assez fidèlement par rapport à ce qui peut se passer dans le quotidien du patient et de la patiente. La vidange vésicale, aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait ce qu'on appelle l'étude pression-débit, qui va essayer de mettre en relation les volumes et les pressions, en tout cas les débits et les pressions au moment de la miction, pour déterminer s'il y a un obstacle ou pas, une hypocontractilité détrusorienne ou pas, on ne comprend pas correctement la vidange vésicale. Il faudrait qu'on aille voir ce qui se passe au niveau de l'urètre. Ce qui se passe au niveau de l'urètre en termes de pression, de jeu de pression, au niveau du col vésical, du sphincter strié, de l'urètre prostatique chez l'homme, peut-être même jusqu'à l'urètre bulbaire, pour être capable de comprendre la vidange, être capable d'aller déterminer peut-être différents types de troubles de la vidange vésicale qu'aujourd'hui l'urodynamique et l'étude pression-débit ne sait pas faire, et que le couple vidéo-aérodynamique peut-être préciser sans qu'on ait le jeu de pression à ce niveau-là. Donc il faut aller probablement vers des sondes d'urodynamique qui seraient des sondes haute définition, un petit peu comme on a en manométrie, avec vraiment des images en vortex, des cinématiques en vortex, sur ce qui se passe en jeu de pression de manière circulaire, en 3D, dans notre urètre postérieure. Et ça pourrait peut-être même être intéressant, au-delà de la phase de vidange, dans la phase de remplissage. Probablement qu'une partie de nos hyperactivités vésicales sont d'origine urétrogène. Peut-être qu'il se passe des choses en termes de pression à ce moment-là et que le besoin urgent vient d'un dysfonctionnement de mon urètre postérieur. Donc à mon sens, il faut aller dans cette direction-là, il faut faire cette tentative-là, il faut faire ces preuves de concept-là pour peut-être avoir demain des outils innovants en urodynamique. Et en parlant d'outils innovants en urodynamique, est-ce que
Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer avoir comme arsenal dans les prochaines années? Alors, je dirais l'arsenal en termes de technologie, en termes de médicaments, de molécules, en termes de pensée. Il faut s'armer différemment. Il faut s'armer différemment. On va être, et on voit les choses se dessiner, on va être dans quelque chose de préventif, de prédictif, de personnalisé. En tout cas, c'est vers ça qu'on va tendre. On va être dans un environnement donné en grand nombre, le big data, on va être dans un environnement intelligence artificielle. Tout ça, ça va nous aider. Il va falloir que les plus jeunes, alors nous qui poursuivons notre croissance, on va dire, mais les plus jeunes s'emparent de cette capacité à gérer les données en grand nombre, à connaître ce que l'intelligence artificielle peut faire. On va avoir des technologies, on le voit arriver en fonctionnel, les sphincters urinaires artificiels automatisés qui vont peut-être être un jour auto-adaptatifs, donc technologiquement il y a des choses qui bougent. On va avoir à un moment, et ça va arriver dans pas si longtemps je pense, la toxine botulique aujourd'hui qu'on va injecter en intra-détrusorien, et on connaît la difficulté des parcours pour ces patients qui vont être injectés de manière itérative. On va avoir bientôt de la toxine vectorisée avec des vecteurs viraux qui vont amener la toxine jusqu'à sa cible, en imaginant des simples instillations vésicales, des injections sous-cutanées, pourquoi pas Péros. On peut imaginer tout ça. Donc les choses là vont, sur le plan de la chimie, sur le plan du médicament, sur le plan du dispositif, on va avoir des choses nouvelles qui vont émerger. On va voir arriver des nouveaux neuromodulateurs, des neuromodulateurs pudendo, beaucoup plus proches de la physiologie par rapport à ce qu'on peut avoir en sacré, en termes de type de stimulation, de type de courant. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les 10 à 15 ans qui viennent. Il faut s'armer en termes de pensée, parce qu'il faut qu'on repense aussi la manière dont on fait de la médecine. On est dans une médecine qui est excessivement technique, qui va se techniciser encore plus. Une médecine dans la pratique de laquelle on va faire appel à l'intelligence artificielle, il faut qu'on garde la capacité d'être en relation à l'autre, d'être dans une relation de soins. Ça, c'est fondamental. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans nos études de médecine, on n'en parle pas assez quand on devient interne, quand on commence à pratiquer la médecine. Il faut qu'on ait ça en tête, il faut qu'on travaille ça et qu'on soit dans une approche qui soit plus que biomédicale, mais biopsychosociale. Comprendre aussi, et ça je vais en parler en tant que neuro-urologue, comprendre ce qui se joue sur le plan cognitivo-émotionnel, chez le patient, chez le praticien. C'est comme ça qu'on doit aussi avancer. Donc tout ça, ça doit se faire côte à côte. Pourquoi en tant que neuro-urologue? Parce que le neuro-urologue, il est spécialiste des dysfonctionnements vésico-sphinctériens en lien avec les pathologies neurologiques organiques. Et moi, j'ai envie de proposer autre chose. Est-ce qu'on n'est pas aussi les spécialistes des dysfonctionnements en lien avec des processus neurologiques inadaptés, en dehors des pathologies organiques? Et là, on rentre dans le cognitivo-émotionnel. Ça, il y a des approches, des équipes qui commencent à travailler là-dessus, notamment l'équipe de Lille, avec des psychiatres, avec des neuroscientifiques, pour essayer d'appréhender différemment le symptôme, d'appréhender différemment la maladie, d'appréhender différemment notre approche du patient et la manière dont on délie la médecine ou le soin. Donc il y a, à mon sens, ça aussi à penser. Et donc il y a vraiment pas mal de choses à faire et on va pouvoir chacun trouver notre place là-dedans pour qu'au global, on arrive à emmener tout ça. Une toute dernière question concernant la débimétrie, actuellement pratiquée pratiquement uniquement à l'hôpital. Est-ce qu'on peut l'envisager bientôt chez le patient, chez lui, avec une débimétrie probablement plus physiologique et plus interprétable que ce qu'on peut avoir à l'hôpital où les patients sont stressés? Vous avez tout dit, la débimétrie, elle est impactée par ce qui se joue à l'hôpital. Il y a l'effet blouse blanche, et le moment où ça a été fait, c'était pas le bon moment, il y avait du monde autour, etc. On ne sait pas interpréter cette débimétrie, ou on l'interprète mal, on l'interprète pas dans le bon contexte, et on interprète une débimétrie. Il faut répéter les débimétries, c'est fluctuant. Ça va moins bien. Ça va moins bien, ça va mieux. Il faut des débimétries répétées, et donc il n'y a rien de mieux que d'être dans l'environnement du patient. Donc la débimétrie ambulatoire, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, encore un peu lourds, qui prennent encore un peu de place. Le vrai problème dans le système français, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique pour ça. Il n'y a pas d'acte pour la débimétrie. Donc vous n'avez pas d'acteur qui va développer ça en France, là, dans les années qui viennent, sans qu'on modifie la tarification liée à la débimétrie, qui serait fondamentale pour comprendre ce qui s'y joue, notamment dans la vie du patient. Alors on parle de débimétrie ambulatoire, en fait, il faut probablement imaginer un écosystème connecté, ce que serait la pelvie périnéologique connectée. On aurait de la débimétrie, on aurait des calendriers mictionnels, on aurait peut-être des études, et ça on y travaille dessus, du système nerveux autonome qui pourraient être des biomarqueurs intéressants dans le fonctionnement vésico-sphinctérien, reliés au processus cognitivo-émotionnel, qui pourraient à la fois être des outils évaluatifs, mais peut-être des outils d'accompagnement, thérapeutique aussi. On peut imaginer tout ça et la débimétrie ambulatoire ne doit pas arriver toute seule, elle doit arriver probablement dans un écosystème connecté
qui nous permettra de mieux accompagner nos patients et nos patientes sur le plan de l'urologie fonctionnelle et de la neurourologie. Et de plus, cette débimétrie ambulatoire pourrait nous donner accès à beaucoup de données qu'on pourrait réinterpréter et peut-être mieux comprendre finalement la vidange chez ces... Enfin, pas la vidange en elle-même, mais en tout cas, la vidange en fait du patient. On est dans la donnée en grand nombre, on va accumuler des données qui vont être collectées, enregistrées, traitées. Et donc on va arriver aussi dans la donnée en grand nombre qui va nous permettre de voir autre chose, de voir différemment, de prendre un autre angle, peut-être de couvrir les angles morts qu'on n'arrivait pas à couvrir aujourd'hui par notre classique débimétrie en consultation, interrogatoire, etc. Donc oui, on va aussi apprendre des choses de ces dispositifs. Oui, c'est vrai qu'on parle finalement de l'hypertension blouse blanche, mais est-ce qu'il n'y a pas une débimétrie blouse blanche Une hypertonie de la blouse blanche, probablement. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et à bientôt. Merci beaucoup.